Tous les talents sont sur France 3. Ce soir ou jamais, avec le café San Marco. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la 100e émission de Ce soir ou jamais. C'est pas tout à fait un anniversaire, on va dire une fête. Cela dit, le Festival de Cannes s'étant trompé en comptant jusqu'à 60, on s'est peut-être trompé en comptant jusqu'à 100, allez savoir, peut-être qu'un jour quelqu'un nous dira qu'on s'était complètement trompé et que c'est la 101e ou la 99e. Enfin pour nous, c'est la 100e. Je vous présente tout de suite mes invités. Sylviane Agacinski, vous êtes philosophe, vous avez publié de nombreux livres. En janvier, le dernier c'était Engagement. Vous êtes également l'auteur du Journal interrompu, publié en 2002, après la défaite de votre mari Lionel Jospin au présidentiel. Axiome, vous êtes rappeur, l'auteur d'une lettre au président qui vous a rendu célèbre. C'était un morceau écrit à partir des émeutes de novembre 2005. Depuis, vous avez sorti votre album Axiome en octobre dernier. Et là, vous allez sortir des You You dans ma mairie, un nouveau single. Vous serez à Marseille en concert le 22 juin et à Paris le 15 juillet. Gisèle Halimi, vous êtes avocate, écrivain, présidente de Choisir la cause des femmes. Vous êtes auteur, vous aussi, de nombreux livres, le dernier étant La Caïna, qui est sorti en octobre, la rentrée dernière. Dominique Sopo, vous êtes le président d'SOS Racisme depuis 2003 et vous avez publié en mars un manifeste pour l'égalité, 60 propositions pour que ça change. Marc Lévy, vous êtes probablement, depuis le succès de Si c'était vrai en 2000, l'écrivain français le plus vendu en France et dans le monde. Votre dernier livre, le 7e roman, c'est Les Enfants de la Liberté, qui raconte l'histoire de jeunes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Il vient juste de paraître. Jean d'Ormesson, vous êtes écrivain, journaliste, membre de l'Académie française. Vous venez de publier L'odeur du temps, qui est un recueil d'une centaine de vos chroniques. Jacques Chancel, vous avez été l'inventeur de 2 des plus grandes émissions culturelles de tous les temps. Radioscopie, c'était sur France Inter. Le Grand Échiquier, c'était à la télévision. Aujourd'hui, vous êtes administrateur de Canal+, et écrivain aussi, il faut le dire. Hein, et critique de cinéma et toutes sortes de choses. On arrête. On arrête. Jane Birkin, enfin, actrice, chanteuse, vous aussi, c'est pas la peine de faire la liste, tout le monde la connaît. Vous avez réalisé votre premier long métrage qui a été présenté à Cannes, qui sort demain sur tous les écrans. Ça s'intitule Boxes, les boîtes, un film autobiographique, ce qui est suffisamment rare dans le cinéma. Dieu sait si les autobiographies sont nombreuses dans la littérature, mais au cinéma, elles sont extrêmement rares. Ça mérite qu'on en parle tout à l'heure. Pourquoi le cinéma a tant de pudeur à faire des films autobiographiques? Ce sera un des sujets qu'on va aborder ce soir avec les législatives, avec le sommet du G8, avec ce Polonais qui s'est réveillé après 19 ans de coma, avec plein d'autres sujets qu'on va essayer d'aborder. On verra si on a le temps. On commence par les législatives, c'est l'actualité brûlante. Alors aujourd'hui, les sondages prédisent une vague bleue, une majorité absolue de députés pour l'UMP, d'après les derniers sondages, entre 420 et 450 députés sur 555. Alors l'argument principal de l'opposition aujourd'hui, c'est de dire qu'il ne faut pas que Nicolas Sarkozy ait tous les pouvoirs. On va écouter tout de suite Ségolène Royal. Je crois que l'opposition a plusieurs rôles. D'abord, elle doit empêcher la monopolisation du pouvoir entre les mêmes mains. Nicolas Sarkozy a déjà beaucoup de pouvoir, trop de pouvoir, et donc l'Assemblée nationale sera le seul lieu où pendant 5 ans, l'opposition pourra à la fois être en alerte, pourra résister, pourra s'opposer, mais aussi pourra construire et pourra faire des propositions. Le président de la République, c'est la clé de voûte de nos institutions. La campagne législative, elle consiste à dire aux Français, soyez cohérents, vous avez choisi une option, vous avez choisi un homme, vous avez choisi des projets précis, et bien maintenant il faut les mettre en œuvre. Pour les mettre en œuvre, il faut donner une majorité au président. Alors, trop de pouvoir. Pourquoi est-ce que le président... est-ce qu'à votre avis, le président risque d'avoir trop de pouvoir? Et qu'est-ce que c'est trop de pouvoir? Je trouve que ces derniers propos sont indécents. Vous parlez de Yves Gégaud, là. Oui. Je veux dire, non, mais déjà, les sondages qui font un véritable affront, je trouve, à la liberté démocratique de l'électeur. Ça, c'est pas des sondages, les sondages à chaque fois. Les sondages et les médias, parce que ça en revient à dire, en subliminal, et même pas d'ailleurs, en sous-entendu, et à peine, inutile d'y aller,
on va être submergé, vous restez sur la plage, la vague bleue va remporter. Et je trouve que c'est vraiment un affront à la démocratie, car la démocratie vit l'équilibre. Et ça, ce serait un déséquilibre total. Et ce que je dis, ne croyez pas que ce soit un propos partisan. J'ai bénéficié d'une vague, la vague rose. J'étais députée à l'Assemblée nationale en 81. Et j'ai dit publiquement et répété qu'il était mauvais qu'il y ait autant de députés à la majorité, car il n'y avait pratiquement plus de discussion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait quand même pas mal de commentaires, mais vous vous souvenez qu'un des députés socialistes, comme argument, s'est élevé et a dit, vous avez, exactement, pour ne pas le nommer, Léniel, a dit à l'opposition de droite, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et alors, quand je pense que l'on peut dire ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de jeu démocratique. Il faut un jeu démocratique. Et on n'a pas le droit de nous dire aujourd'hui qu'il y a une vague telle. Je veux dire que ces propos donnés, par exemple, tous les pouvoirs, pour que le pouvoir du président élu s'exerce totalement, c'est un véritable danger. Je dirais que les femmes ne bénéficieront pas, parce que ça pourrait être un argument auquel je pourrais être sensible, si les femmes bénéficiaient, elles aussi, de cette vague. C'est-à-dire s'il y avait plus de députés femmes, vous voulez dire? Non. Pourquoi? Parce que le grand parti sortant, l'UMP, qui a, je crois, 365 sortants, se fiche totalement, ça, je suis très choquée, de la loi, de la Constitution qui a institué la parité, et se contente de présenter moins de 25%, enfin le quart. Ce qui fait, alors le Parti socialiste n'est pas à parité non plus, mais il en présente quand même beaucoup plus, 45%. Au total, alors les petits partis ne vont pas beaucoup en présenter, mais peu importe, car le danger, j'espère qu'on n'y arrivera pas, parce que ce sera une situation politique inédite dans notre République, et même dans les républiques antérieures, qu'il n'y ait que 2 partis, 2 groupes à l'Assemblée. Car si les autres n'ont pas 20 députés, ils ne pourront pas former de groupe. Et on aura une bipolarisation qui sera, je dirais, un danger très grand pour la démocratie. C'est pour ça que... Vous êtes d'accord, Jacques Chancel? D'abord, le show de l'actualité, à mon avis, est ailleurs. La campagne des législatives, elle est triste ou nette. Oui. Il n'y a aucune passion. Il n'y a pas de passion parce que la présidentielle a tout étouffé, a tout laminé. Il faut le remonter. Et le grave aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir que peut avoir Sarkozy, et il l'a, et on lui a donné. C'est qu'il n'y a plus d'opposition. C'est là où il y a véritablement un défaut, et un défaut de la gauche. Et je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une opposition. Elle n'existe plus. On le saura après les élections. Non, mais déjà dans l'esprit, il faut voir les gens, comment ils parlent, même les gens de gauche. Moi, je parle beaucoup avec des gens de gauche. Ils me disent, on n'est plus dans le coup. De la même manière qu'à une certaine époque, dont vous parliez, les gens de droite disaient, non, on n'est plus dans le coup. Non, il y a un coup. Ouais. Faudrait peut-être apporter une précision, parce qu'on dit sans arrêt le pouvoir, le pouvoir. L'élection qui vient de se dérouler, c'était l'élection présidentielle. On a donc élu le président de la République qui représente le pouvoir exécutif. Là, en affrontant les élections législatives, nous avons affaire au pouvoir législatif avec une Assemblée nationale qui va voter des lois. Par conséquent, ne noyons pas tout comme si c'était un même poisson. Il y a plusieurs choses. Oui, je pense que ça ne fait guère de doute que le président aura une majorité pour gouverner. Mais puisque le thème de la diversité, vous en parliez, vous intéressait, je pense qu'en dehors de la diversité culturelle à l'Assemblée nationale, la parité homme-femme dans tous les organes de l'exécutif ou du législatif, mais aussi la diversité politique est extrêmement importante. Donc je pense qu'on va voir à ces élections législatives si les Français souhaitent qu'il y ait à l'Assemblée nationale une diversité politique suffisante. Et pour ma part, j'ajouterai un petit mot personnel, parce que j'étais quand même assez choquée en entendant des propos récents de François Fillon à propos de la gauche. Et je dois dire, ça m'a beaucoup étonnée en un sens de cet homme qui a dit la gauche n'ose pas aimer la France, la gauche pratique la justice comme on tend un caramel mou à la sortie
d'une kermesse dominicale. La gauche sèche, je crois. Et alors, cette manière de parler de la gauche, je l'ai trouvée vraiment très méprisante, très insultante, très injuste, et je dirais tout à fait indigne d'un Premier ministre. Alors, je pense que les dimanches qui viennent, il va y avoir des élections législatives, je crois qu'il y a un certain nombre de Français à qui ce genre de phrases, qui vont être un peu frappés par ce genre de choses et que ça va peut-être mobiliser pour les élections législatives. Je crois qu'il faut une diversité politique à l'Assemblée nationale. Oui. Tout à fait. Sinon, il n'y a pas de jeu. Je veux dire par là, on était à tellement de pourcentage pour voter socialiste que tout d'un coup, que tout le monde décide que ça ne vaut pas le coup d'aller voter dimanche prochain et après, je ne comprends pas très bien le fait. Déjà, c'est difficile quand on a eu une reine d'Angleterre ou un roi d'Angleterre et le Premier ministre, c'est tout autre chose. Donc déjà, d'emblée, vous avez un président qui est du coup le même parti que tout le reste. C'est déjà une chose... C'est bizarre pour vous. Un peu curieux. Donc, c'est vrai que... C'est la France. C'est la France, mais le bon affaire... On a déjà vécu tout ça. Bien sûr, mais d'avoir les socialistes, et je dirais même le parti des milieux et des petits partis, ça me semble terriblement important et intéressant parce qu'ils ont soulevé tout le long de cette campagne des vraies difficultés. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les banlieues où il y a eu des difficultés, des problèmes, c'est pas résolu. C'est vrai que si j'étais un policier dans une banlieue, je n'aimerais pas me trouver seul et que je préférerais que cette proximité qui est avec le policier anglais, qui n'a pas d'armes, donc il y a moins de bavures, mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai que d'être avec un autre policier, de connaître votre quartier, que les gens vous connaissent, qu'il y a cet intérêt aussi par toutes les petites associations qui font que les gens se sentent moins isolés, qu'ils viennent prendre la main des personnes qui se trouvent pas toujours dans une situation où ils croient que la culture les appartient, alors qu'ils payent leurs impôts et ça les appartient. Ça les appartient également. Si leur nom est un nom comme Ismaël et il est refusé à cause de son nom, il y a une loi en France, il faut le mettre en pratique. Cette loi existe comme en Angleterre, ça s'appelle the Race Discrimination Act. Ça existe en Angleterre et vous pouvez avoir des avocats qui payent et tu gagnes. Tu payes seulement ton avocat si tu gagnes. Et normalement, si tu es refusé pour ton nom, pour ton étiquette, pour ton couleur, en Angleterre, et je crois que c'est la même chose en France, c'est absolument hors la loi. Donc il faut le mettre en pratique et que les gens cessent d'avoir peur de leurs banquiers, de les gens haut placés, parce qu'il y a il y a toujours mais il y a quand même, en France une terreur de la hiérarchie pour les banques. En Angleterre, on peut être dans le rouge très très longtemps. Même mon frère, quand il a écrit son premier livre, a écrit les dédicaces à son banquier, parce que sans Monsieur Lodge, il n'aurait pas écrit le livre passionnant sur J.M. Barrie, l'homme qui a écrit Peter Pan. C'est vrai qu'on a peur d'aller demander quelque chose, on a peur d'être grondé, on a peur du chef, on ne devrait pas avoir peur si le culture devrait venir même dans les hôpitaux, parce qu'on continue de payer nos impôts quand on est dans les hôpitaux. Donc les photocopies des tableaux qui se trouvent dans tous les musées, c'est une très bonne idée que les musées deviennent gratuits. C'est tout à fait normal aussi. Et c'est vrai que tout ça, tous ces changements et ces idées viennent avec les diversités des idées des autres partis. La voix de l'Angleterre n'a pas de prix. Quoi ? Justement, alors Marc Lévy, vous qui vivez en Angleterre, quand vous vous retrouvez en France, et quand vous voyez les élections législatives, ça vous choque comme Jane Birkin ? Moi, je vis la situation inverse de Jane, puisque je suis un Français qui vit en Angleterre. Donc, et j'aime beaucoup la reine d'Angleterre. Donc, non, moi, c'est pas le. Je trouve qu'il y a. C'est pas le cœur du débat. C'est-à-dire que je cherche une cohérence dans les propos que je n'arrive pas à trouver. C'est-à-dire que au moment du premier tour. À gauche comme à droite, on est tombé à bras raccourcis sur François Bayrou en expliquant que ça ne servait à rien de voter pour Bayrou parce qu'il n'aurait ni une majorité de droite ni une majorité de gauche à l'Assemblée, donc le pays serait ingouvernable, donc on ne ferait pas les réformes qu'il faut. Et puis là maintenant, il y a eu un vote, on a élu un président à la majorité, c'est pas un vote qui a été volé. Et là tout à coup, tout le monde a changé d'avis.
et on veut exactement se défendre du contraire de ce que l'on revendiquait. C'est pas tout à fait la même chose en l'occurrence. On veut qu'il y ait une opposition capable de discuter avec une majorité. Parce qu'il y aura un problème par ailleurs à ne pas avoir une UMP pléthorique, ça ne représente pas vraiment le pays. Et ça pose aussi un problème de crédibilité des institutions, d'avoir un tel déséquilibre. Et à un moment donné, il faut bien aussi prendre en considération cet élément. Il me semble qu'il est quand même important que dans l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, il y ait quand même une représentation des différentes forces politiques qui n'ont pas disparu suite au second tour de la présidentielle. Alors même si par ailleurs, c'est les gens qui votent et qui se démobilisent ou qui restent mobilisés, quoi qu'il en soit. 47%. Non mais attendez, enfin moi je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas suffisamment intelligent pour deviner ce que chaque électeur va décider de voter. Allons. Hein, non mais bon, donc je ne sais pas quelle sera la différence. La seule question politique qui m'intéresse, c'est de savoir si est-ce que l'on veut maintenant avoir une France avec un exécutif qui ait un pouvoir de réforme, ou est-ce qu'on veut une France avec un exécutif qui n'ait pas de pouvoir de réforme et donc qui se retrouve dans une situation de cohabitation avec un gouvernement de gauche, un président de droite, et donc une barre qui va nulle part. Donc il n'est pas question de cohabitation là, attendez. On parlait pas de cohabitation. On parlait d'une majorité, d'une opposition capable de discuter avec la majorité. Je n'exprime pas une opinion politique personnelle. Je pense que la mienne n'intéresse personne. Ce que je dis simplement, c'est que je m'interroge. Voilà, j'ai entendu à un moment donné de la campagne, ou à moi je me sois trompé, mais j'ai entendu Ségolène Royal à une certaine époque qui critiquait François Bayrou parce que un parti de centre, ça représentait quelque chose d'ingouvernable. Alors, je suis comme vous. S'il y avait demain une majorité absolument écrasante à l'Assemblée, je trouverais que la démocratie est pas au mieux de sa forme. Mais en même temps, si on se retrouvait dans une période de cohabitation, j'aurais l'impression que les élections présidentielles n'ont servi à rien. Jean-Marc Messon. Alors, je suis un peu embêté parce que je suis dans une situation difficile, n'est-ce pas? Je me demande s'il faut appeler, moi qui suis partisan de Sarkozy, est-ce que je dois appeler à ne pas voter Sarkozy et à voter contre Sarkozy? Est-ce qu'il faut que nous allions jusque-là? Il y a une malédiction sur cet homme. Il attire les voix des gens. Il y a eu 83% de la population qui a voté, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il en a recueilli 53% après avoir dit « je suis de droite, voilà mon programme, je l'appliquerai et je ferai tout ce que j'ai dit ». Remarquez que la tendance générale était à l'alternance. Il y a une règle de l'alternance. On oublie tout ce qu'on a écrit il y a quelque temps. La règle, c'était l'alternance. Et l'alternance était là, et il y avait très peu de chances que les socialistes ne l'emportent pas. Et puis, voilà, c'est le... Mais si, l'alternance était... Et rappelez-vous qu'il y a eu un moment où la gauche avait tout emporté. C'était les régionales. Je n'ai pas souvenir qu'à ce moment-là, on ait dit, mon Dieu, mais faites donc une place à ces malheureux hommes de droite. Il n'y avait plus une seule région de France qui était à droite. Tout était à gauche. Mais je ne vous ai pas entendu, Madame Halimi, dire, mais où sont les régions de droite? Non, mais est-ce que vous ne confondez pas un peu les régionales, les législatives, la présidentielle? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une totalité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Vous voulez que je lance un appel? Nous parlons du pouvoir emblématique d'une démocratie parlementaire qui est l'existence d'une majorité, d'une opposition à l'Assemblée qui permettent justement ces réformes, mais des réformes qui auront été discutées d'égal à égal, qui auront été le bien de ceux à qui on veut les appliquer. Il ne faut pas tout confondre quand même. Sarkozy a dit que le président de la commission des finances serait donné à l'opposition. Oui, mais on lui explique qu'il n'aura aucun pouvoir. Ils ont l'air d'hésiter. Ils hésitent et je ne suis pas sûre qu'il pas tout à fait acquis. On n'en veut pas. Et ça se trouve, ça ne se passera pas, parce qu'il me semble que des victoires très larges amènent aussi, comme en 81 sur l'exemple de Léniel, amènent aussi à une certaine arrogance. Ce qui n'est pas, spécifique à l'UMP, puisqu'encore une fois, c'est arrivé au PS et ça arriverait à n'importe qui. Il me semble qu'une majorité écrasante amène à une certaine arrogance.
c'est, je pense, dans la nature humaine, malheureusement, mais c'est ainsi. Non, mais si demain, par exemple... On ne tient pas à l'arrogance, pas du tout, on ne tient pas à l'arrogance. Non. Et si, vous savez... Je ne parle pas de vous, vous êtes des candidats aux législatives. Non, mais il faudrait peut-être lutter, et ce serait peut-être mieux, vous savez, ce serait peut-être mieux, même pour la majorité, qu'il n'y ait pas une chambre introuvable. Vous savez, les chambres introuvables, c'est pas très souhaitable. Non, c'est pas bon, la mais qu'est-ce qu'on y peut? Les gens votent. On ne peut pas dissoudre le peuple. Mais ce qu'on y peut, c'est ce qu'on... Non, c'est ubu. Dissolvons les électeurs. Si demain les groupes politiques, les politiques, les partis politiques dont on parle n'ont pas de groupe à l'Assemblée, Oui. ça n'est pas la faute de Sarkozy. Mais c'est qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas une question de faute de Sarkozy. Il me semble qu'il y a. C'est le pouvoir qui est venu. Et d'autre part, lorsque la rose s'est épanouie en fleurs à une certaine époque, la droite, humblement, s'est agenouillée. Il n'y a pas les cris d'orfraie d'aujourd'hui. Non, elle a dit la même chose. Elle a dit qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir à la gauche. Elle a dit la même chose. Je viens de dire le contraire. C'est devenu un argument de l'opposition. Non, mais enfin, chaque année. C'est une bagarre tout à fait normale. Il y a un pouvoir qui s'est installé. Et il faut un pouvoir fort si on veut faire des réformes. Mais ça n'est pas le problème. Bien, les gens, jusqu'à présent, ceux qui étaient au pouvoir, mais ça n'est pas le problème de Nicolas. Ils n'ont jamais pu. Ça n'est pas le problème de Nicolas Sarkozy qui serait méchant ou pas. Il est normal par Nicolas Sarkozy et de François Fillon d'avoir la majorité la plus large possible. On ne va pas le reprocher parce qu'à leur place, je pense qu'on ferait la même chose. Donc on ne va pas jouer aux hypocrites. Oui. Mais il me semble qu'il n'est pas sain dans une démocratie d'avoir une chambre qui soit dans une telle distorsion par rapport à ce qu'est le pays politiquement. Alors ensuite, évidemment que ça pose d'autres problèmes sur le mode de scrutin, ça pose le problème du fait que la présidentielle est l'élection clé et que tout en découle, ça pose le problème aussi de la crédibilité de l'opposition qui, si elle a perdu, n'est pas le fruit du hasard et en paye encore le prix dans les élections législatives. Évidemment, c'est pas le méchant Nicolas Sarkozy contre la gentille gauche, comment dire, qui va laminer. Mais avec tout ce que vous dites, vous envisagez une ruée vers le bleu, hein. C'est-à-dire que vous dites... non, j'essaye d'expliquer pourquoi il y a cette annonce... un maximum de gens de droite à l'Assemblée nationale. J'essaye d'expliquer pourquoi il y a cette vague qui est annoncée. Et dimanche. Disons aux Français, aux citoyens, de rester mobilisés pour que la démocratie soit vivante et vigilants et qu'ils aillent élire en fonction de leurs opinions des députés. Quant au pouvoir, la question n'est pas simplement de pouvoir fort. Tout à l'heure, on parle de l'exécutif, on parle du législatif. Il y a quand même une petite inquiétude chez moi, par exemple, concernant aussi la manière d'exercer le pouvoir. Par exemple, je me suis tout de même un peu inquiétée, sans tomber dans la diabolisation ou le méchant Sarkozy. J'ai toujours trouvé que c'était ridicule et complètement contre-performant. Donc la question n'est pas là. Mais on voit, par exemple, dans la composition du gouvernement, d'habitude, c'est le Premier ministre qui propose les ministres au Président de la République. On a eu l'impression que c'est le Président de la République qui composait entièrement le gouvernement. C'était une façon très personnelle d'interpréter la Constitution. Mais passons, on a vu aussi qu'en dépit de l'ouverture avec l'entrée de quelqu'un comme Bernard Kouchner au gouvernement, en même temps, comment le président de la République boucle quand même un peu les choses parce que ce même ministre Kouchner n'a pas pu choisir son directeur de cabinet. Ça m'a semblé extrêmement grave qu'un ministre ne choisisse pas tout seul son directeur de cabinet. Donc, un petit peu de vigilance et du côté de la droite. Dans ce cas-là, mais il n'avait qu'à refuser. C'est une autre question. Vous avez tout à fait raison. C'est une autre question. Vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que je peux vous rappeler qu'il y avait aussi eu, je crois me rappeler qu'il y a un président de la République il n'y a pas si longtemps qui disait « Je décide ». Il exécute. Vous vous rappelez? Et ça n'avait pas soulevé beaucoup de... Et pourtant, ce n'était pas la cohabitation. Parce que d'habitude, quand le président prend beaucoup de pouvoir, Mitterrand l'a fait avec Rocard. Il le disait aussi. Il en prendra sûrement beaucoup. C'est en cas de cohabitation ou malheureusement, comme dans le cas de Michel Rocard, où le président a pris beaucoup de pouvoir. Mais sinon, le Premier ministre doit garder toute son initiative. Il est vrai aussi que le plus grand adversaire du régime actuel de la Ve République, c'est-à-dire François Mitterrand, s'était quand même assez bien coulé dans ce mode. Et les pouvoirs réservés, les domaines réservés, il les avait appliqués avec sévérité. Ça risque pas de vous l'enlever à vous, notre capacité de jugement. Mais la vraie question, ça ne serait pas pourquoi, ce que je disais au commencement, pourquoi cette campagne est-elle à ce point tristounette, comme si elle ne devait pas exister. Est-ce que vous ne pensez pas que la vraie question, un sentiment de politique, parce que c'est la question qui était posée, c'est que personne n'a l'air choqué d'aller vers une chambre introuvable, mais qui pour la première fois
représenterait, je ne sais pas, les deux partis l'un et l'autre, ça fait pas 60%. 58% à peu près. 60% donc de représentants et 40% seraient inexistants, sans voix. Est-ce que c'est pas choquant? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que ça vous fait pas peur? Moi, ça me fait peur, quel que soit le régime, ça me fait peur, quel que soit le parti. Je suis optimiste, on n'en est pas encore là, voyons. Et Axiome, on ne vous a pas entendu, vous aviez quelque chose à dire? Je suis fondamentalement, un mot juste, ce que je suis fondamentalement, c'est un ennemi du Front National. Bon. Mais le Front National, il a eu 20% de perte de voix qui n'ont pas été représentées pendant des années et des années. Et est-ce qu'il y a des voix qui se sont élevées contre? Moi, je me suis élevé contre. Et on m'a dit, vous tournez au Front National. Non, je ne tournais pas au Front National. Mais je pense que c'est forcément leur donner le droit que 20% des Français ne soient pas représentés. Oui. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de voix s'élever. Pas la vôtre non plus. Visiblement, vous êtes tous pour réformer le mode de scrutin aux législatives. Axiome, un mot. Encore que je suis ardemment pour la 5e République. Oui, pas pour ce coup-ci. Deuxième tentative. Axiome. Moi, je comprends la question sur le bien fondé républicain et démocratique. Effectivement, d'avoir une opposition ou même une représentativité de toutes les forces et toutes les opinions politiques à la Chambre. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, moi, c'est ma notion de la démocratie. Sinon, pour moi, ça devient une monarchie. Je ne vois pas très bien la différence, finalement, entre un président issu de l'UMP et une chambre finalement, à l'Assemblée bleue, clairement. J'aurais du mal vraiment à comprendre la différence entre une république et une démocratie et une monarchie pour moi. Et après, il y a quand même une autre question à la base de l'intitulé, c'est les sondages. Ce qui me dérange aussi quelque part dans une démocratie, c'est finalement, c'est ce que vous disiez, c'est ce rôle des médias. C'est indécent. Et ça devient bizarre quand on sait que pendant la période finalement des élections, cette dénonciation des médias qui serait trop dans le parti pris pour Sarkozy. Voilà, cette annonce de sondage d'une vague bleue, moi, elle me fait peur, surtout, encore une fois, d'un point de vue démocratique, bien avant de penser la question des législatives, finalement. Et je ne comprends pas trop pourquoi on a ces informations systématiquement sur la politique. Parce que les sondages sont autorisés en France. Évidemment, mais les sondages, tout à fait, les partis politiques font leurs propres sondages. Je ne pense pas qu'il faille les interdire non plus. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux quand même. Tout à fait, mais je pense qu'il y a quelque chose de très dangereux dans la notion d'influence. Voilà. Après, il y a quand même une question pour ce qui est de l'UMP ou de la vague bleue, il y a quand même quelque chose qui me dérange vraiment profondément si effectivement vague bleue il devait y avoir. Il y a quand même eu le rapport sur les rapports entre la population et la police. Le rapport entre la police et la c'est quand même M. Sarkozy. M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Ce rapport a été plus ou moins caché. Bon, maintenant, on entend Pourquoi est-ce qu'on l'a caché? Voilà, il y a tellement de choses qui ont été cachées dans notre République. Ça n'est pas un argument et ça n'a pas la même gravité. Ça n'a pas lieu d'être un secret, un rapport de cette nature. On a le droit. Mais c'est le même. Attendez, je vous propose, on peut regarder les images, puisque ce sujet a été traité. Il a été beaucoup commenté pendant le week-end. Donc, rappelons les faits. On regarde un sujet, France 3, comme d'habitude dans cette émission, en ce qui concernait ce rapport. Climat d'insécurité permanent entre la police et les habitants des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. Déferlante de violence sur Montfermeil, Clichy-sous-Bois ou Saint-Denis. Le rapport oppose encore la hausse considérable des violences en 2006 à la baisse des faits constatés par la police, comme si les chiffres ne reflétaient plus la réalité. Selon l'Institut national des hautes études de sécurité, la police se concentre trop sur les stupéfiants et les clandestins. Ce sociologue spécialiste des bandes de jeunes ajoute que rien n'a été fait depuis les émeutes de l'automne 2005. Les policiers aujourd'hui se retrouvent à gérer une misère sociale qui grandit. Ça, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler parce que... mais il y a une misère sociale qui grandit. Donc les forces de l'ordre sont en première ligne pour gérer ça. Forcément, c'est tendu. Forcément, c'est tendu aussi pour eux. Il n'y a pas un coupable et des innocents et un coupable. Non, c'est réciproque. Il faut prendre les choses de manière assez complexe. Au chapitre des solutions, le rapport rappelle que la police de proximité a eu des effets positifs incontestables. Il suggère de repenser son travail, ses techniques d'intervention et le recrutement des agents.
Alors Dominique Non, mais ce qui est expliqué là, de toute façon, est connu des associations et de ceux qui vivent dans ces quartiers, parce que c'est une réalité qui est quand même assez manifeste. Et je le dis d'autant plus que nous, SOS Racisme, on n'a pas un discours anti-police nationale, parce qu'on préfère quand même la police nationale à des milices, parce que ce serait quand même la conséquence s'il n'y avait plus de police. Et c'est problématique qu'il y ait des quartiers où il n'y a pas de police qui rentre, parce qu'en général, c'est quand même pas très glorieux ce qui s'y passe lorsqu'il n'y a plus de présence de l'État. Mais le problème qui est posé, c'est que par rapport à la police, c'est que, premièrement, bien souvent dans beaucoup de quartiers, la police est la seule institution représentant l'État qui est encore debout, en dehors de l'école, mais qui a un rôle particulier. Et donc se concentre sur la police toute une série de frustrations et d'attentes, parce que c'est l'État. Et deuxièmement, on est face à une situation où l'État affecte ces personnels de façon totalement délirante, où on envoie des jeunes qui n'ont aucune formation dans ces zones extrêmement difficiles, et comme ils n'ont pas d'autorité, et que par ailleurs ils sont souvent mal formés sur les réalités qu'ils vont découvrir, avec toute une série d'a priori parfois très exotiques sur les personnes auxquelles ils seront confrontés, eh bien on est face à des jeunes policiers qui, plutôt que d'avoir une autorité acquise par l'expérience, eh bien essayent d'acquérir une autorité par méthode vexatoire. Par exemple, le contrôle au faciès. Oui, dans l'affrontement. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire qu'il y a du contrôle au faciès. Enfin, quand même, c'est une plaisanterie, je veux dire, de bas étage. Moi-même, j'ai déjà vécu du contrôle au faciès. Je sais ce que c'est en l'occurrence, et n'importe qui pourra vous le dire. Mais lorsqu'on est face à ce type de comportement associé à la disparition effectivement de la police de proximité, eh bien, on est face à une rupture entre la population et la police, et donc l'État quelque part qui est représenté par la police. Et le drame, il est quoi ? C'est que tout le travail de lutte contre la délinquance, que je ne nie pas parce qu'elle existe et elle pose problème par rapport aux gens qui habitent dans ces quartiers, le travail de lutte contre la délinquance, il doit avoir pour objectif d'isoler les noyaux durs, ceux qui sont vraiment des délinquants endurcis. Or, lorsque la police apparaît comme une force de provocation et d'agression par rapport à ces populations, qu'est-ce qu'on crée ? On crée le fait que toute une série de jeunes, notamment, qui hésitent entre eux savoir s'ils seront délinquants ou si finalement ils fileront droit, entre guillemets, eh bien, se coalisent quelque part et servent d'écran de protection au vrai noyau dur. Et lorsqu'on vient chercher le noyau dur, il y a toujours des gens qui sont prêts à prendre la place. Et donc le travail de démantèlement avec des grandes opérations ne sert à rien, parce que tant qu'on n'aura pas, coupé d'un certain point de vue ce cordon entre le noyau dur et toute une sorte de halo, un peu intermédiaire dans la population, on n'arrivera pas à lutter contre les phénomènes que l'on prétend résoudre par des méthodes policières qui sont complètement à côté de la plaque. Mais par ailleurs, encore une fois, ça pose aussi le problème au-delà de la police, du travail policier, de la présence de l'État et de ce que fait l'État dans ces quartiers. En fait, on est passé d'une... On a presque une police d'exception, comme Sopo vient de le décrire, mal formée, qui est presque en état de défense et qui en arrive à provoquer, qui a peur, alors qu'on aurait besoin d'une police de proximité, une police qui soit dans la population, qui leur parle, qui ne soit pas là uniquement pour l'humiliation, pour le harcèlement. Moi, je connais la Seine-Saint-Denis, parce que notre association travaille beaucoup avec une autre association de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Africa, et qui est présidée par Mimouna Adjam, que vous connaissez peut-être, qui est une fille remarquable, qui fait de l'alphabétisation dans des conditions terriblement difficiles, quand je vais la voir, parce qu'on y va souvent, j'ai assisté, j'ai vu comment on arrêtait, comment on malmenait, comment on tutoyait, comment on provoquait. Enfin, tout de même, chaque être humain a le droit au respect de sa dignité, quel qu'il soit. C'est pas parce qu'on l'arrête. Pour nous, ça, à la rigueur, maintenant, c'est devenu des détails. Le tutoiement, la manière dont on nous parle, la police, tout ça. Et évidemment, pour ceux qui connaissent mon discours, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, j'ai rien contre la police. J'ai des amis qui sont policiers. Et c'est un métier qui est extrêmement difficile, malheureusement, pour la police et malheureusement aussi pour les habitants de ces quartiers. Le champ de notre conversation intervient finalement en amont, sur le champ de l'amont, c'est-à-dire les conséquences. Et effectivement, avant ça, il y a beaucoup de problématiques à régler. Ça commence effectivement à l'école. Ça commence aussi à cet âge-là où on a envie de travailler, où l'on veut travailler, au moment où nous sommes formés pour aller travailler, où nous rencontrons les mêmes discriminations que nous avons rencontrées auparavant. C'est vrai pour donc l'emploi, c'est vrai pour le logement. Mais finalement, ces problématiques, elles sont dénoncées depuis 30 ans. Je veux dire...
il n'y a rien de nouveau dans ce que l'on raconte aujourd'hui. En réalité, c'est vrai pour les contrôles d'identité qui sont dénoncés depuis les bavures policières et les contrôles d'identité ou la manière dont ça se passe, c'est quand même une situation qui est dénoncée depuis 10 ans par Amnesty International sur la France. Donc, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. La question aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons envie réellement de nous sortir de cette situation qui nous a amené aux révoltes de 2005, car la situation sur le rapport de la Seine-Saint-Denis, je vous assure, et c'est pas avec grand plaisir que je le fais, que c'est une situation qu'on connaît partout en France. Moi, je suis de Lille, et Lille banlieue sud, et à Lille sud, c'est la même chose, mais Lille banlieue nord, c'est la même chose, et quand je vais à Paris, je ne vois rien de différent. Je joue à Marseille, je suis allé à Marseille plusieurs fois, je vois exactement la même chose. Donc, à un moment, est-ce que... Et je pense que la responsabilité incombe et à la gauche et à la droite, comme ça nous allons sortir des conversations partisanes s'il le faut. Est-ce que ce pays a vraiment envie de se sortir de cette situation? Quelles sont les politiques qui vont être développées par la droite, donc par M. Sarkozy aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réelle volonté? Parce que je rappelle juste une chose quand même qui est extrêmement importante. La réticence qu'il y a vis-à-vis de M. Sarkozy dans les quartiers populaires est fondée. Elle est fondée sur la manière dont M. Sarkozy a qualifié les jeunes dans les quartiers populaires. Je ne vais pas revenir sur les détails Karcher et Racaille, qui sont des détails pour nous aujourd'hui. Car quelque part, le fait que la gauche ait mené le gouvernement auparavant, nous avions quelque part déjà ce sentiment, sauf que M. Sarkozy, pour nous, l'a nommé quelque part. Donc je suis désolé de le dire, je le dis comme je le pense. Maintenant, est-ce qu'il y a une vraie volonté de ce pays de faire en sorte que cette population s'en sorte une bonne fois pour toutes? Parce que si on parle de la Seine-Saint-Denis, il ne faut pas oublier que c'est un des départements les plus pauvres de France quand même. Vous seriez tenté de penser qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que les banlieues restent véritablement dans cette sorte de ghetto. Franchement, je pensais vraiment. En tout cas, il n'y a pas de volonté. Ce qui est extraordinaire dans la campagne présidentielle, c'est que les banlieues ont quand même été la grande absente de cette. Parce que quand même, la France vit une situation en novembre 2005 où on a quand même les événements urbains les plus durables et les plus étendus qu'un pays occidental ait connu dans la période récente. On est dans une campagne présidentielle où ça aurait dû être paradoxal d'ailleurs de considérer de mettre ça à l'actif de la droite, alors que si la gauche avait été au pouvoir au moment où il y a eu les émeutes dans les banlieues, mais je ne peux pas imaginer ce qu'on aurait dit du gouvernement. Et là, au contraire, c'est comme si on disait regardez, alors il faut encore plus de répression. Mais le premier constat qu'on peut tout de même faire, et je crois que tout le monde fait, c'est qu'il est absolument évident que ce genre de question ne peut pas se résoudre uniquement sur le versant policier, C'est un des versants de la chose. La répression ne peut pas être la seule chose. Et la deuxième remarque, c'est qu'il est tout de même très intéressant que ce... Ça peut être un type de solution, parce que ça existe dans d'autres pays. C'est un versant. Les États-Unis ont géré... Non, mais c'est un versant important. Non, mais on peut gérer... Je ne dis pas qu'il ne faut pas de police et qu'il ne faut pas résoudre. On peut gérer de façon policière. On isole les zones ghettoisées où les gens ne sortent plus ici entre eux. Ça existe comme mode de gestion. Il faut traiter évidemment les causes. Ça ne peut pas suffire. Et il ne faut pas oublier que dans ces quartiers, ça fait très longtemps que les sociologues parlent de carrière délinquante. On sait très bien qu'on a affaire à beaucoup de jeunes qui ne veulent plus aller à l'école, qui ne veulent pas réussir, qui ne rêvent de rien et qui se disent qu'ils peuvent entreprendre une carrière délinquante. C'est quand même très... Ça parle beaucoup, cette idée. Mais la deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il est quand même intéressant que ce rapport ait souligné l'intérêt de la police de proximité et ses succès, qui a notamment été très développé d'ailleurs par Daniel Vaillant, j'y pense à l'instant, parce que il est évident que ce ne sont pas avec des moyens très spectaculaires et médiatisés que l'on va résoudre ces problèmes, et que la police de proximité, avec ses méthodes, dont certaines étaient d'ailleurs inspirées de ce qui s'est passé à New York, par exemple, eh bien, aujourd'hui, la mode est à la rupture. Oui, mais je reste convaincu. Ne parle de proximité ni à gauche ni à droite. Si vous voulez, on revient à la proximité. On peut monter. Je vais faire un parallèle qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, mais si vous voulez, on monte une police de proximité à Bagdad, ça ne changera rien à Bagdad. Je veux dire, à la situation de Bagdad. J'espère qu'on n'est pas tout à fait à Bagdad. Mais non, mais j'espère vraiment aussi. Mais enfin, quand on lit le rapport, il y a des choses quand même qui sont assez alarmantes. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'une police de proximité qui n'est pas accompagnée d'une politique globale sur la politique ne sert strictement rien. On met en difficulté des policiers et leur rôle finalement nécessaire dans cette société. Et l'entretien des les représentants de l'État ne sont pas en difficulté. On met tout sur le dos de la police, alors qu'il faudrait un projet. Et autre chose, je veux rappeler quand même pour ceux qui nous écoutent que quand on parle de délinquance, ça reste quand même une minorité dans les quartiers populaires. Il est évident que ces quartiers populaires ne sont pas composés de... Parce que souvent, quand on parle des quartiers populaires, on parle effectivement de ça. Il y a